Bonjour et bienvenue sur Indie Maker. Dans ce podcast, j'échange avec des makers qui ont su transformer leurs idées en business florissant. Au-delà de leur success story, nous allons décrypter leur histoire, leur stratégie et leurs challenges. Tout cela afin de comprendre comment ils ont réussi à devenir profitables. J'interroge différents types de makers, des novices, des aguerris, toujours dans le but de comprendre comment ils se sont lancés et comment ils ont rendu leur business périn. Qui que vous soyez, dans ce podcast, vous apprendra à devenir un indie maker. Et le tout sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est en présence de Anne-Claire. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. Du coup, Anne, tu préfères que je t'appelle Anne ou Anne-Claire ? Anne-Claire, c'est mon prénom. C'est comme si je te disais, tu préfères Mar ou Tin? Ok. Donc, Anne-Claire, si tu devais te résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu te présenterais ? Alors, je m'appelle Anne-Claire, ça c'est déjà dit plusieurs fois, mais comme ça rentre dans l'esprit. Là, aujourd'hui, j'habite à Barcelone depuis 1 an et demi et je travaille sur un projet d'application de podcast avec un twist communautaire qui s'appelle ICO. Et avant, j'étais à Paris pendant plusieurs années et je travaillais en agence de communication digitale comme chef de projet et comme directrice de clientèle. Voilà. Est-ce que tu veux que je rentre plus dans les détails de avant, pourquoi, comment ? Oui, on peut, vas-y. Ouais. Comment t'en es arrivé à créer ce projet ? Comment j'en suis arrivée à créer ce projet ? Comme je te disais, j'étais à Paris, en agence, dans une super agence qui s'appelle InSign, chez qui j'ai adoré travailler. J'étais vraiment bien, j'aimais mon boulot, mes clients, mes collègues, ma vie en général, mais il y avait un peu toujours une petite voix à l'arrière de ma tête qui me disait c'est pas la vraie vie, fais gaffe, t'es sur des rails, t'es en train de foncer et tu vas te retrouver dans 5 ans, tu vas regarder dans le rétro et tu vas dire putain, il y a toutes ces années qui se sont passées et toutes les choses que t'avais en tête, qu'est-ce que t'en as fait, quand tu vas les faire. Et voilà, un peu ça qui commence à émerger dans mon esprit et je commence à me dire que l'entrepreneuriat, le fait d'être indépendant sur mon propre projet, ça m'intéresse. Et voilà, première idée. Et de manière totalement fortuite, je cherche sur Google des interviews sur un sujet sur lequel j'avais envie d'améliorer ma culture, qui était le féminisme. Et donc je tape interview féministe sur Google et là je tombe sur un épisode d'un podcast qui a arrêté et nous le regrettons vraiment, Antonin si tu nous écoutes, qui s'appelle Nouvelle École et Antonin interviewait Lorraine Bastide qui était aussi la host d'un podcast féministe qui s'appelle La Poudre et j'écoute tout d'une traite et j'enchaîne sur Charlotte Pudlowski qui était aussi podcasteuse et qui n'avait pas encore créé Louis Média mais qui était productrice d'un super podcast qui s'appelle aussi Transfert et donc là je tombe dans les podcasts et j'écoute tous les épisodes de Nouvelle École et j'ai terminé tout ce qui était publié. Et là, je suis en manque, quoi. J'ai plus rien à écouter. Et je commence à regarder. Et je vois qu'il y a Je crois énormément... que ça a été un peu la situation de beaucoup de gens. Mais ouais, je sais. Et justement, du coup, en parlant autour de moi, je rends compte que la situation que j'ai vécue, pas mal de personnes l'ont vécu. De se dire, il y a des podcasts, j'ai découvert un truc de fou qui me parle, que j'ai envie de continuer à creuser. Je sais qu'il y a pas mal de podcasts, mais ils sont planqués, je sais pas où les trouver. Et j'ai pas d'appli qui m'aide dans mon exploration, quoi. Et en plus, je tombe sur ces super podcasts. Et là, je commence à saouler tout le monde autour de moi. Je veux les partager. Et deuxième frustration, la façon dont je peux les partager, c'est pourri, c'est tout nul, quoi. C'est un lien dans un texto. La personne, elle a pas un iPhone 1 fois sur 2, donc il me dit mais j'en peux rien en faire de ton lien. Et je me dis mais c'est vraiment dommage parce que je suis sûre que cette personne à qui je veux le partager, elle kifferait trop ce podcast et pour des raisons techniques, fonctionnelles, le partage il peut pas se faire. Et donc du coup je réfléchis et là bingo dans ma tête, je me dis
ça se trouve, le projet sur lequel tu veux bosser, ce projet-là d'entrepreneuriat que tu aimerais bien mener, bah c'est là-dessus. C'est sur le sujet des podcasts. Et voilà, je suis partie avec ma fleur au fusil, mais ça, on pourra développer le côté fleur au fusil après. Bah, on peut continuer maintenant, là. Qu'est-ce que tu veux dire par fleur au fusil? Bah, c'est que, pour rappel, donc je suis à Paris, je suis en agence, donc là, bingo, tête brûlée, je pose ma dème. C'est parti, je pose ma dème, je me dis, j'y vais à fond. Ouais. J'y vais à fond. En fait, je fais la technique de l'auto-piège. En fait, j'avais cette idée qui, en fait, s'est révélée fausse. J'avais un peu ce complexe de me dire, t'y arriveras pas. En fait, mentalement, tu vas craquer un moment. T'as tellement dit que l'entrepreneuriat, c'était un truc de ouf, que c'était dur et tout. Ça m'impressionnait tellement que je me disais, j'en serais pas capable. Et donc, du coup, je me suis dit, mets toutes les chances, entre guillemets, de ton côté pour que t'aies pas le choix, en fait, de te lancer. Donc, j'ai posé ma dème. J'ai dit à tout le monde que je me lançais dans un projet. Donc, du coup, j'avais la bonne pression sociale de pas les décevoir, les gens avec qui j'avais parlé de tout ça. Et je me suis mise à travailler midi, soir et week-end sur mon projet. Et pourquoi je dis la fleur au fusil? Parce que dans ma tête, ça paraît très simple. En fait, je me dis, je vais faire une application qui est belle, qui est intuitive, qui me permet de découvrir facilement les podcasts et de les partager facilement autour de moi. Donc, l'idée, elle est très simple. Je viens du web. Ça fait des années que j'accompagne des clients sur l'expression de leurs besoins, de leurs objectifs, et que j'anime avec l'équipe de l'agence avec laquelle je bosse la réalisation, le passage à l'action de l'idée à la mise en ligne et à la concrétisation. Je dis, c'est super, tu vas appliquer tout ce que tu as appris à ton propre projet. Donc ça, c'est génial. Ça, c'était vraiment un pied énorme de faire ça, d'appliquer tout ça à mon propre projet avec énormément de liberté, de créativité. Mais sauf que une application, ça s'invente pas. Moi, je viens du web, donc naïvement, je me dis tu maîtrises l'UX, la conception, toute la stratégie autour du web. L'applicatif, c'est juste que c'est une application que tu télécharges sur ton ordinateur. Et en fait, non, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà. Une bonne question par rapport à ça, c'est du coup, pourquoi t'as pas fait ce que tu connaissais, un site web, juste à la place d'une app? Parce que j'avais en tête en fait, j'avais mon idée de l'application, de l'usage parfait, de l'expérience parfaite que moi j'avais envie de vivre en tant qu'utilisatrice et qu'auditrice de podcast, et que j'avais partagé et validé autour de moi en parlant. Et cette expérience parfaite, elle incluait le fait de pouvoir écouter en mobilité, dans les transports, dans la salle de sport, etc. Et en fait, je me suis concentrée tout de suite sur cette expérience parfaite, sans forcément regarder quelles étaient les étapes intermédiaires par lesquelles je pouvais passer pour pouvoir gravir la montagne petit à petit. Non, moi j'ai regardé direct le pic de l'Everest. La fusée. Voilà, la fusée. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne, un peu de manière un peu trop complexe. Et effectivement, après bientôt 2 ans d'entrepreneuriat, j'ai appris à simplifier les choses, à voir plus petit, à me dire que je commence quelque chose que je sais faire, je vais l'enrichir au fur et à mesure. Mais là, j'étais une toute jeune entrepreneuse, toute jeune porteuse de projet, et j'avais envie de faire tout de suite un truc parfait et en lien avec mon idée. Et effectivement, c'est quelque chose que j'aurais pu faire, commencer par une version web simple, qui travaillait mon référencement, travailler les premiers retours, les premiers usages, et puis après enrichir avec une application. Non, c'est pas le choix que j'ai fait, c'est le côté fleur au fusil, tu vois, genre hyper positive, hyper partante, rien n'est trop gros pour moi. J'ai fait ce choix-là. Mais je pense à chacun son échelle, on l'a fait tous, la connerie. Ouais. Parce que quand t'as pas d'expérience, c'est naturellement, t'as envie du meilleur truc. Pourquoi avoir des petites ambitions? Tu te lances, tu vois, je pense qu'on est un peu idéaliste, mais on le fait tous. Donc oui, je le comprends complètement. Et je voudrais revenir là-dessus sur, donc tu t'es lancé, et alors,
toi, ton background, c'est du marketing et du web, de la création de projets. Mais comment t'en es arrivé à faire cette application? Parce que du coup, t'avais pas les compétences tech. Non, j'avais pas les compétences tech. En gros, j'ai travaillé sur un peu les fonctionnalités en me disant mon application, quelles sont les fonctionnalités je veux qu'elle recoupe. Ça, c'était dans mon expérience de savoir faire ça. J'ai commencé à créer des mock-ups, donc c'est des schémas très simplifiés, des écrans sur lesquels qui répondaient à ces fonctionnalités-là, au parcours utilisateur. Il y a un copain qui très gentiment, je le remercie, Michael, qui m'a vu galérer avec les freelances, les premiers freelances avec lesquels je bossais, qui m'a dit non mais je vais les faire les écrans de ton application. Donc voilà, on a continué à avancer. J'ai écrit les fonctionnalités et après je me suis renseignée autour de moi pour savoir si j'aurais bien aimé avoir une recommandation d'un développeur mobile avec lequel travailler. Et là, s'est posé pour moi la question de la technologie sur laquelle partir. En gros, quand on développe une application mobile, si je schématise un peu, il y a un peu deux grands choix. Soit on utilise une technologie native qui est propre aux deux plateformes principales, Android et iOS, et on utilise des langages techniques qui sont vraiment propres à ces deux plateformes-là. Donc on appelle ça utiliser le natif. Ou sinon on utilise une technologie qui est commune aux deux plateformes et qui s'appelle de l'hybride. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais entre les deux? Et si on revient à mon idée d'expérience idéale, c'était vraiment important pour moi de proposer un produit qui offre la meilleure expérience possible à mes futurs utilisateurs. Je me suis dit, c'est le natif qu'il faut faire. En me renseignant un peu, les échos que j'avais, que j'ai pas forcément creusé assez en fait avec du recul, c'était le natif va t'offrir la meilleure expérience. Donc du coup, je choisis de partir sur du natif. Donc premièrement une première application iOS. Là, je cherche un freelance sur une plateforme qui s'appelle Malte. J'en contacte plusieurs, je discute avec eux et puis là je fais le choix de une première personne qui a un taux journalier moyen assez bas mais qui a l'air sérieux et tout. Et faut pas C'est quoi oublier assez que bas du coup? assez bas, c'était 250 € par jour. Ok. Donc Du coup, tu t'as financé ça sur tes économies perso. exactement, c'est ce que j'allais dire, faut pas oublier, je pars toujours ma fleur au fusil. J'ai eu ma prime j'étais commerciale, donc j'avais ma prime commerciale, j'avais un peu des économies de côté et je me dis c'est mon budget pour faire mon application. Donc j'essaie de rentabiliser, d'optimiser T'avais mis combien du coup de budget sur la technique? sur la version iOS, back, la partie back et la partie front, en tout entre 12 et 13 000 €. C'est ce que tu avais budgété ou c'est ce que ça a vraiment coûté? C'est ce que ça a vraiment coûté, c'est ce que j'avais budgété. Ok. Et après, ce que j'avais pas forcément identifié, c'est que je m'étais dit je fais une première version iOS et puis après je vais faire une version Android et puis après une version web. Et je m'étais imaginé que je pourrais mutualiser un maximum et que du coup les coûts seraient additionnels à chaque étape. Android puis web seraient mineurs. Et en fait, non, ils étaient pas du tout mineurs les coûts additionnels. Donc j'ai investi un peu plus de la même chose, donc ça va monter jusqu'à 30-40 000 € pour toute la première version de mon application. Voilà, ce qui est quand même beaucoup. Et oui, ce qui est pour un projet que tu sais pas encore s'il va marcher, c'est beaucoup, oui. Exactement, mais bon, je suis dans ce contexte-là où je me suis dit, tu te pièges, t'y vas, tu vois les choses en grand. C'était peut-être ça aussi, tu vois, ça faisait partie de ma technique d'auto-piège, c'est que si j'avais vu petit dès le départ,
Et ben, comme j'étais persuadée que j'allais abandonner, bah, je me suis dit, vaut mieux C'était plus abandonner à facile grand que d'abandonner. abandonner à petit, tu vois. Je sais pas. Ouais, Peut-être un bah truc comme ça. en vrai, ça a du sens. Si actuellement, là, t'es toujours sur ton projet, c'est que ça a Ouais. peut-être marché pour toi. Ah oui, bah c'est sûr, c'est sûr. Là, j'en parle avec un peu de, tu vois là, un peu d'autocritique, de cynisme et tout, mais je suis hyper fière de ce que j'ai fait, de m'être lancée. Toutes les décisions que j'ai prises, elles étaient pas à la légère, quoi. J'y ai vraiment réfléchi et dans mon état d'esprit de l'époque, c'était hyper cohérent. C'est juste avec du recul, bah l'expérience aidant, je me dis que j'aurais peut-être fait les choses différemment. Et il y a un truc que je me demande, c'est parce que du coup, moi, j'ai aussi lancé des projets où j'ai essayé de faire des trucs et Mm. quand j'en parle, souvent j'ai le retour de eh, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends pas un CDI et tranquille, tu vois? Enfin, il y a plein de gens qui sont un peu froussards peut-être ou qui Mm. aiment bien les choses qui sont sûres. Est-ce que tu as eu ce retour-là peut-être de tes proches, de ta famille? Pas aussi, franchement, pas aussi direct que ce que tu évoques. C'était plus un peu le sourcil qui se lève, genre, ah, tu te lances à ton compte, ah, trop cool. Ah, t'as posé ta dème, ah, d'accord, trop cool. Ah, tu quittes Paris pour Barcelone en plus, ah, ok. Et en plus, t'es enceinte. Ah, d'accord, bon, ok. Et sur les podcasts, mais les podcasts, personne parle de podcasts. Pourquoi tu veux travailler sur les podcasts? Donc, tu vois, c'est le sourcil qui, au fur et à mesure, monte, 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 monte. Oui, Et à la fin, d'accord. c'est bon, bah, et ça se passe bien, t'es contente? Ouais, j'adore, je m'éclate et tout. Bah, c'est l'essentiel, tu vois. C'est le genre Ok. de retour que j'avais, quoi. Ça, c'est cool parce que je crois que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y en a beaucoup où Ouais, il y a un gros frein contextuel où les gens te portent leur peur sur toi et du coup, t'es là. Toi, t'avais ouais, pas peur au début tant que ça, tu vois. Et puis d'un coup, tu te retrouves paralysé parce que tout le monde a peur et ouais. t'en parles. Après, moi, j'étais tellement enthousiaste, j'étais tellement contente de m'être lancée, j'étais tellement enthousiaste de, voilà, comme je te disais, tester sur mon propre projet tout ce que j'avais appris pendant des années, cette liberté que je découvrais et tout, j'étais vraiment tellement heureuse de tout ça que je pense que les gens ils voulaient pas me calmer quoi dans mon enthousiasme. Mais si je suis complètement honnête, il y avait une question qui arrivait assez rapidement, c'est et donc ton projet, tu vas en vivre comment? Tu comptes le monétiser? Et là j'étais on verra. Et ça c'était quand même une des questions qui me faisait peur. Il va me la poser, il va me la poser, il va me la poser, et à chaque fois bah je sortais ma pirouette préférée, mais ça, c'était quand même un sujet. C'était que je vivais un peu l'entrepreneuriat à ce moment-là comme un lifestyle, vraiment, comme je te disais, vraiment très enthousiaste, l'enthousiasme du débutant. Et j'avais la chance d'avoir de l'argent de côté qui me permettait de me dire, bah, je peux tenir encore 6 mois à développer ce projet, etc. J'avais la chance et toujours la chance d'avoir un conjoint qui me permettait du coup de compenser le fait que j'ai plus de salaire, donc on pouvait vivre à deux sur son salaire. Donc j'étais dans mon enthousiasme et c'est vrai que dès que la question, parce que forcément on te la pose, hein, c'est le nerf de la guerre. Et bah tu vas en vivre comment, tu vas le monétiser tout comment, bah j'avais toujours une réponse bien dans mon chapeau à sortir, mais ça, en fond de moi, ça me faisait un peu peur quand on me posait cette question-là, parce que en fait, j'en savais rien du tout. Ok. Et du coup, est-ce que j'ai le droit de te la poser cette question? Vas-y. Alors du coup, c'était quoi avec ton projet Echo? Comment t'as pensé le monétiser? Est-ce que tu le monétises maintenant? euh, alors, à l'époque, euh, quand je me suis lancée, donc il y a 2 ans, le podcast c'était vraiment très anecdotique, dans le sens où je sentais que c'était une tendance qui allait grossir, mais c'est un média qui est gratuit, qui est disponible librement sur Internet et de manière gratuite. Et je voyais pas dans un avenir très court terme comment monétiser. Moi, ce que je m'étais dit, c'est tu vas lancer ta plateforme qui va, parce qu'elle est géniale, attirer un maximum de personnes. Et à ce moment-là, quand tu auras une audience qui sera significative, qui sera assez grosse, tu pourras appliquer le business model qui va bien.
Donc j'avais et j'ai toujours il y avait plusieurs pistes. La première piste, c'était d'insérer de la publicité entre deux podcasts. Et donc, du coup, ça, c'est une façon de monétiser, mais ça demande du volume. Il y a une autre façon, c'est de faire payer les utilisateurs pour l'accès à ton application ou pour l'accès à des contenus. Mais Là, tu parles de faire payer l'app sur le store voilà, ou sur le alors store, faire du freemium. Voilà, ou faire du freemium. Mais en fait, comme j'étais aussi dans une démarche j'ai envie de tester, même si je voyais les choses en grand, je testais, j'avais du mal à me dire que j'allais faire payer dès le départ mon application, parce que j'étais pas moi-même pas sûre qu'elle soit. J'avais envie qu'elle soit bien, mais j'étais pas sûre qu'elle ait de la valeur et que les gens veulent payer. Avec du recul et en écoutant d'autres podcasteurs, d'autres expériences, etc., j'aurais pu tester un peu mes utilisateurs potentiels en me disant bah tu serais prêt à mettre 1 euro, 2 euros, etc. Mais en fait, je vais être très honnête, ce sujet de la monétisation de mon produit, c'est pas un sujet avec lequel j'étais à l'aise. Tu vois. En fait, je me testais déjà en tant qu'entrepreneuse, en tant que product owner, en tant que voilà, et j'avais du mal à me dire bah mon travail il va valoir quelque chose dès le départ. Je m'étais dit bah tu vas le lancer, tu vas voir que ça plaît et à ce moment-là tu pourras le monétiser. Et en fait, c'est bien plus complexe que ça de mettre en place un business model. Et comme en fait au fur et à mesure où tu avances dans ton projet et bah tu n'y as pas pensé dès le départ à ton business model, tu t'es dit je le rajouterai comme une couche par-dessus, et bien du coup tu repousses et donc du coup j'ai toute la version 1 de mon application n'a pas du tout été monétisée, pas du tout. Et t'as mis combien de temps à la produire, la version 1 ? 3 mois. Ok. Donc je suis allée très très vite. En gros, mon but c'était de lancer la première version, donc iOS, avant de déménager de Paris à Barcelone, avant de commencer ma nouvelle vie, quoi. Ce que j'ai réussi à faire. J'ai validé sur les stores le 3 juillet 2018 et il y a mes cartons qui étaient en train d'être chargés dans le camion qui faisait Paris à Barcelone. Donc c'était vraiment littéralement le même jour. Ok. Voilà. Et donc du coup, cette version 1, elle est lancée, elle est bien accueillie par les utilisateurs. Bon, il y a encore pas mal de défauts, hein. C'est une version qui est test, qui est bêta. Elle est aussi super bien accueillie par les podcasteurs qui apprécient d'avoir... En fait, ma démarche depuis le départ, c'était de faire une application qui mette en avant ces contenus natifs que j'avais découverts, notamment avec Nouvelle École, et qui n'étaient pas du tout visibles par rapport, notamment aux replay radio, les émissions de radio qui sont rediffusées, ou voilà, qui sont perdues dans la masse de iTunes. Et j'avais conçu dès le départ ICO, mon application, pour les mettre en avant, en fait, pour avoir cette démarche éditoriale de mettre en avant des podcasteurs indépendants qui bénéficient pas d'une grosse force de frappe de communication. Donc là, je discute beaucoup avec les podcasteurs et avec des auditeurs. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et du coup, je fais évoluer un peu mon projet. J'ai une petite fille, j'accouche de ma petite fille entre-temps parce que voilà, toute la V1 j'étais enceinte et ça me donne l'occasion de faire une pause un peu dans mon projet et de réfléchir à la suite. Et la suite, bah, je me dis, il faut que tu trouves un moyen, même hyper simple, de gagner 1 euro, 2 euros. C'était vraiment un peu mon regret de cette première version, même si c'était 10 centimes par jour, de pas l'avoir conçu comme quelque chose de monétisable. Donc je réfléchis à la V2 de mon application sur un modèle encore plus communautaire pour vraiment mettre davantage encore en avant le partage entre les passionnés de podcast, entre les podcasteurs, les podcasteuses et leur audience, et voilà, d'avancer encore plus loin. Entre-temps, je lance ma newsletter, une newsletter que j'envoie 2 fois par mois avec une partie éditoriale, une sélection, un blog, avec des portraits de podcasteurs, avec des sélections thématiques, etc. Et je
je me dis, la V2, tu vas la concevoir aussi pour mettre en avant certains podcasts qui ont envie d'acheter un coup de fil et d'atteindre plus rapidement une audience qui soit ciblée. Et du coup, je développe dans la V2 cette possibilité d'être mise en avant sur l'application, sur des cibles d'auditeurs en fonction de leurs intérêts, et aussi d'être mis en avant sur la newsletter de ICO, sur le blog de ICO, sur les réseaux sociaux de l'ICO. Donc quelque chose vraiment très très éditorial et voilà très adapté aux besoins des podcasteurs. Voilà. Ok. Ouais, du coup, c'est en itérant, c'est là où tu en es arrivé pour trouver un moyen de faire du MRR. Voilà. Mais du coup, j'ai évolué aussi entre-temps, parce que dès le départ, je me disais, ton business model, ça doit être ton business model de toute ta vie. C'est celui qui va te faire atteindre la croissance, etc. J'avais un peu l'impression que il fallait que je trouve mon business model comme je trouve chaussures à mon pied, et que tant que je l'avais pas trouvé chaussures à mon pied, il fallait pas que je me lance. Et en fait, en discutant, en écoutant des retours d'expérience, notamment sur un podcast comme le tien, Indie Maker, en fait, j'ai appris que ça se fait aussi dans l'itération, c'est que tu peux tester un truc, ça marche pas, tu peux dire je teste un business model pour 6 mois qui va m'aider à durer pendant 6 mois, pendant 1 an, et dans un 6 mois et 1 an, je fais un pivot, j'évolue. Ça aussi, j'ai évolué là-dessus, et voilà. Et ce qui m'a fait aussi tester d'autres trucs sur ICO, je m'étais dit à un moment, en fait, là, le marché a évolué depuis 2 ans que je travaille. J'ai l'impression que les auditeurs sont plus prêts à payer pour du contenu de qualité. Ils ont plus conscience de la valeur qu'apportent les podcasts, donc ils seraient potentiellement prêts à payer pour. Mais ça a évolué. Mais pendant toute cette réflexion de 2 ans, je voyais pas trop, en tout cas pour moi, avec les moyens de communication que j'avais, de moyens de faire payer la partie utilisateur. Et du coup, je m'étais dit, je vois à côté de ça des podcasteurs qui se lancent, qui sont indépendants et qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'être aidés, qui ont besoin de services pour un peu professionnaliser leur podcast avec les codes de la communication que moi je maîtrise bien d'un point de vue ancienne communicante, quoi. Et je m'étais dit, il y a peut-être un potentiel de développer une plateforme avec des services aux podcasteurs indépendants sur un modèle de SaaS, d'abonnement. Alors, tu as un abonnement et tu peux avoir accès à des musiques d'habillage, parce que c'est difficile de trouver des bonnes musiques d'habillage, avoir accès à une belle cover, etc. Donc, j'ai lancé un premier service sur une plateforme donc B2B à destination des podcasteurs qui s'appelle Family, où en gros je connaissais des labels indépendants assez petits qui galéraient à faire connaître leurs artistes, et du coup on s'était dit pour un artiste indépendant indie, figurer au générique d'un podcast indie, ça peut faire du sens pour se faire connaître, etc. En même temps, le podcasteur, il a accès à une bonne ressource. Donc j'ai développé une petite plateforme où tu peux chercher de la musique en fonction de ton type de podcast, etc. Et contre un fee, un one-shot de 9 €, 15 €, 39 €, tu avais accès à des musiques. Mais ça, j'ai décidé de le fermer pour 2 raisons, parce que là, ma cible de podcasteurs indépendants, elle est pas assez grosse, pas assez développée pour me dire que ça va être un business qui est rentable, à côté du forfait que je dois payer aussi au label pour le droit d'exploitation de leur musique. Ouais. Et aussi comme je suis toute seule sur le projet depuis 2 ans, je me suis dit, concentre-toi, recentre tes efforts, recentre ton énergie sur ton projet principal qui est ton application, et te disperse pas. Et donc du coup, voilà, j'ai décidé de fermer cette plateforme. Ok, ça faisait du revenu, ça ? Ouais, ça en faisait peu. Tu peux donner un chiffre ? Pas énorme. À peu près à la louche. Ouais, à la louche, sur 6 mois, 500 €. Ok. Ouais, c'est intéressant. Tu sais que, je sais pas si tu connais, il y a un site qui s'appelle 1K Business. C'est pour revendre ses business. T'aurais pu essayer peut-être de le revendre. C'est vrai, c'est une bonne. Je l'ai fermé, mais pas encore killé, donc je peux aller regarder. Ouais. Voilà, tu le mets et puis tu vois si quelqu'un veut te l'acheter 500 balles, 1000 balles. Bonne idée.
une bonne idée. Ça fait ça de gagner. Merci Martin. Et du coup, ouais, c'est les conseils de Martin. Ça va devenir une vraie section dans le podcast à force. C'est Antonin, du coup, que tu as parlé tout à l'heure d'Antonin, et maintenant j'ai le droit de le citer. C'est lui qui fait le montage du podcast et qui m'aide beaucoup à structurer un peu ce podcast, et donc c'est lui qui fait le montage. Donc si tu veux mettre un petit tchatchak, quelque chose, c'est pas, fais-toi plaisir. Salut Antonin, big up, t'as vu que t'étais à l'origine de ICO, j'espère que t'es fier de moi. Mais tu sais que ça revient souvent quand même dans Indie Maker, on parle assez souvent de lui, et dans plein de conversations il revient, il a marqué beaucoup de gens, hein. C'est assez... ouais, c'est assez feu stylé. Antonin Archet, exactement. Je sais que t'es pas mort Antonin, mais en tant que podcaster, en tout cas, t'as créé plein de bébés podcasters, parce que je fais des portraits, notamment sur le blog de ICO, et souvent dans les inspirations, dans les recommandations, ou dans le déclic initial pour créer un podcast, il est souvent cité, effectivement. Il va falloir qu'on y envoie, il faudra que tu m'envoies une liste. Ça. C'est ça, les bébés d'Antonin. C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast, et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir, et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. Tu viens de me faire penser à, il y a 2 minutes, mais je t'ai laissé finir ta phrase, par rapport à la monétisation des podcasts, il y a un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps, et je pense qu'il est peut-être intéressant sur le modèle, c'est sur les newsletters. Pareil, tu sais, les newsletters, c'est gratuit depuis des années, et tout le monde est d'accord avec ça, enfin personne n'a remis en question ça. Sauf un projet qui vient de sortir, je pense, il y a je vais pas dire de date parce que je pense qu'en fait on est très en retard en France, mais il vient d'arriver en France, là il y a quelques temps, ça s'appelle Substack, et donc c'est pour monétiser une audience de newsletters. Donc c'est pas mal l'idée, c'est qu'en fait comme Patreon comme Patreon, où en fait t'as des newsletters qui vont être gratuites pour pouvoir les recevoir quand même, mais il y en a certaines qui seront un peu plus travaillées, qui seront dans la Substack, qui est payante, et si tu veux les recevoir, faut payer un fee de, je sais pas, 2 balles, 5 balles par mois, tu vois, quelque chose comme ça. Je vais regarder effectivement de ce côté-là. Je suis moi-même abonnée à une newsletter qui s'appelle Planète, dont je suis hyper fan, qui est une newsletter de veille tech et business, qui est gratuite, et qui propose un contenu de super qualité, et là qui vient de lancer sa version payante qui s'appelle Magma, un peu sur ce modèle-là. Et je m'étais aussi, en voyant ça, posé la question en disant la newsletter de ICO, elle est super appréciée, j'y passe du temps, etc. Donc effectivement, peut-être qu'il y a une possibilité de ce côté-là. Et aussi, t'as énoncé Patreon. C'est aussi une des pistes là que je teste en ce moment, dans cette dynamique là début 2020, de me recentrer sur l'essentiel, sur mes atouts, etc. En fait, aujourd'hui, l'application, elle rassemble peu de personnes à côté d'autres applications. Il y a 5000 personnes qui l'ont téléchargée. Donc c'est à la fois petit, mais beaucoup, dans le sens où j'ai pas mis 1 euro d'acquisition, c'est que de l'organique, du bouche à oreille. T'as de l'analyse sur combien de gens continuent à l'utiliser versus combien l'ont téléchargé? Oui, par mois, il y a un peu plus de 1000 personnes qui continuent de l'utiliser sur ça. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Les chiffres d'activité sont bons, et même si c'est à petite échelle, je me suis dit voilà, tu te concentres sur tes hardcore users. Donc j'ai encore resserré parce que actif, un user actif, en fait, ça veut tout et rien dire. Je suis allée regarder ceux qui écoutaient régulièrement depuis 3 mois plus de 5 podcasts par mois. Donc c'est très actif, et je suis arrivée à un panel entre 100 et 150 users par mois. Et là, je les ai contactés. Et je les ai contactés pour leur proposer 2 choses. De co-construire les futures fonctionnalités de ICO avec moi, en me disant, voilà, je vois que vous avez de l'intérêt pour la marque, vous avez de l'intérêt pour le produit. Je sais qu'il est encore perfectible. Dites-moi ce que vous voulez. Voilà mes idées. On co-construit ensemble. Il y avait déjà des utilisateurs qui très spontanément m'envoyaient des mails des romans vraiment très longs. Ouais, non, mais super engagés, en disant voilà, j'adore, mais il y a ça qui me manque, qu'est-ce que tu penses de ça, etc., très régulièrement. Et en fait, c'est trop cool, parce qu'en tant que product owner, tu arrives à la base, en fait, à l'ADN de ton métier, c'est quel produit tu construis
avec tes utilisateurs. Donc je leur ai proposé ça a vachement bien marché. Et le deuxième, c'est je vois que vous avez de l'intérêt pour l'application. Vous savez que je suis seule sur le sujet, que c'est une entreprise indépendante, c'est un projet indépendant. Est-ce que ça vous dirait de me soutenir financièrement? Et du coup, j'ai ouvert un Patreon. Je l'ai proposé d'abord à mes hardcore users. Et là, j'ai la chance d'être soutenue par quelques membres Patreon que je remercie. Tous les mois qui me versent. Qui verse au projet à peu près 50 € pour continuer à le faire avancer. Ok, c'est un bon début. Voilà. C'est un bon début. C'est de toutes les sources de revenus que tu as essayé, c'est la seule que tu es arrivé à commencer à faire rentrer, c'est ça? Ou il y a aussi avec la newsletter? Il y a la mise en avant, ça a commencé régulièrement. Le Patreon, et il y a une autre source de revenus aussi que j'ai testé et que je vais continuer, c'est l'organisation d'événements pour les podcasteurs. J'ai fait deux éditions à Paris. C'est des événements en première partie, il y a des talks de personnes qui viennent s'exprimer sur des questions que se posent les podcasteurs, comment engager sa communauté, comment placer sa voix par rapport au micro, donc des choses très concrètes. Et en deuxième partie, du networking, parce que tu le disais toi-même, quand t'es un peu podcasteur, tu peux te sentir un peu isolé, c'est la vie d'un indépendant. Et là, c'est l'occasion de se faire rencontrer les podcasteurs entre eux, qu'ils puissent construire du cross-promo, des promotions croisées, s'échanger des conseils, créer des projets ensemble. Donc j'ai organisé 2 éditions de cet événement qui s'appelle Vibes. Toute la billetterie allait dans l'organisation de l'événement, parce que c'est très cher en fait d'organiser un événement, mais ça a été une source de revenus si on regarde stricto sensu. Ok, c'est quand le prochain? Le prochain, j'aimerais bien l'organiser début juin. Cool. Qu'il fasse beau et que... Je serai retour de Bali, donc je pourrais venir. Ah, trop bien. Début juin, potentiellement un samedi en journée pour avoir le temps pour la partie networking, faire des ateliers, des choses comme ça. Ok. Pour revenir à... T'as pas donné de détails sur... parce que j'aime bien fouiner et avoir les détails. Vas-y. Sur la source de revenus, la première, c'est la mise en avant. Ouais, la mise en avant. Ça te rapporte quoi actuellement? Ça fait juste 2 mois que je le monétise vraiment, et ça m'a rapporté 100 € pour le moment. Pour combien de placements? Pour 3 placements. Ouais, c'est bien déjà. C'est des petits placements. On a Carl Chenet dans un des épisodes qui est passé, qui fait aussi ça. Sur il y a je vais dire une connerie si je dis le nom. Le courrier du hacker, si je crois que c'est ça. Hein. Carl, tu m'excuseras si je me suis trompé, mais tes noms sont trop proches de newsletter. Et du coup, il monétise aussi avec des partenaires qui veulent apparaître dans sa newsletter. Il arrive à les monétiser. Là, je crois qu'il a commencé autour de 50 € pour un placement dans une news, et maintenant il est à 150. D'accord. Génial. Donc... je le contacterai pour qu'on discute des tarifs, parce que ça, c'est toujours une question quand tu lances une monétisation. Est-ce que c'est un peu quand t'es freelance aussi, c'est un peu la même chose. Est-ce que mes tarifs ils sont pas trop bas, je suis pas en train de brader mon produit? Est-ce qu'il c'est pas trop toujours. Donc sois-en sûr, on se brade toujours. Exactement. Donc là, c'est des mises en avant qui sont un peu, c'est soit sur la newsletter, soit sur le blog, soit sur l'application. Je fais un panache en fonction aussi des objectifs du podcast et puis du type du profil du podcast, mais trop cool, merci pour la ref. Je le contacterai de ta part. Je dirais que tu m'envoies. Alors, on va faire un truc simple, puisque au début du podcast en off, tu m'as parlé d'un Slack que tu as créé où il y a des podcasteurs, et donc où tu vas m'inviter. Et moi, je vais t'inviter dans le channel Telegram où je suis avec Carl et d'autres, donc qui a été créé par Arthur Yeti, le 2e épisode de mon podcast, et on parle souvent de comment on monétise, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les étapes, où on en est, on se pose des questions entre nous, et il y a beaucoup de bienveillance, et donc je pense que tu auras un intérêt à y venir, et tous ceux d'ailleurs qui ressentent ce besoin peuvent venir, c'est gratuit, et c'est vraiment cool. Génial, bingo pour le troc de communauté. Ok, donc attends, je note ça, et
Et on continue, hop, parce qu'il faut prendre les notes aussi. Et voilà. Donc, pour revenir à nos questions, là, tu as répondu à ma question sur le MRR. J'aimerais revenir sur l'objectif que tu te fixes maintenant avec Echo. Où c'est que tu veux l'amener, ce projet? Alors, où est-ce que je vais amener mon projet Echo dans le futur? Début 2020, pour être transparente avec toi, là, ça fait 1 an et demi que je travaille sur le projet et toute seule. Et c'est dur pour moi de travailler toute seule parce que t'es toute seule dans ta tête, en fait. Tu te poses les questions à l'infini, tu vis tes moments durs toute seule, tu vis tes moments de bonheur en les partageant avec ton entourage, mais pas tout à fait. Et j'étais un peu dans une phase un peu de découragement. Et du coup, j'ai regardé une vidéo de Stan Leloup que Alexis Minkela avait recommandé sur sa newsletter. Comme quoi, les newsletters, ça fait vraiment des trucs cool. Coucou Alexis aussi, si tu écoutes. Fais ton plan d'action à 90 jours. Et du coup, là, je me suis donné elle m'a beaucoup parlé cette vidéo. Du coup, là, je me suis fait un plan d'action à 90 jours avec des objectifs très concrets et un plan d'action un peu plus long à 6 mois et 1 an. Donc à 90 jours, je travaille sur des objectifs très concrets d'augmenter ma base utilisateur et d'augmenter l'activité de le nombre d'utilisateurs actifs sur mon application. Et à 6 mois, un peu la vision plus long terme, parce que c'était ta question, je voudrais continuer de faire grandir Echo comme une communauté indépendante de passionnés de podcast. Donc ça devienne plus un déclic, vraiment une référence pour les gens qui aiment le podcast, qui ont envie de partager sur ces sujets-là, pour les podcasteurs aussi qui ont envie de partager avec leur audience, que ça soit encore plus un déclic de venir sur Echo et de venir y discuter, échanger autour des podcasts qu'ils écoutent et se recommander entre pairs leur coup de cœur, quoi. Ok, oui, alors, justement, sur ton objectif actuel, là, est-ce que tu sais, il y a un framework un peu connu pour définir des objectifs qui est assez parlant, donc c'est les objectifs SMART, je sais pas si tu connais. C'est le fait de pouvoir mesurer un objectif, ce qui soit réalisable avec une timeline. J'en ai oublié. Mais bon, globalement, c'est ça. Donc là, actuellement, ton objectif à 6 mois, ça serait de vraiment créer une communauté. Donc, est-ce que tu peux peut-être définir c'est quoi une communauté? C'est de combien de gens, de combien d'utilisateurs peut-être? Alors, pour qu'une communauté commence à être significative, il faut être aux alentours de 50 000 personnes. Donc, j'aimerais bien, dans 6 mois, avoir réuni 50 000 personnes sur mon application. Donc là, on mesure le chemin à parcourir, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 5 000, presque 5 500. Donc, ça veut dire qu'il faut multiplier par 10. Donc ça, j'ai plusieurs stratégies que j'ai mis en place aussi là-dessus. Tu connais ta croissance actuelle? Non. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'est pas bien du tout. Non, c'est pas bien du tout. Ouais, mais tu sais, je pense qu'en France, on est des grosses quiches sur la data. On n'est pas très très bon à mesurer. Mais ouais. Ça veut pas dire qu'on fait mal. On fait d'autres choses très bien, mais voilà. Mesurer, on n'est pas très fort. Non, j'ai vu qu'elle grossissait. Déjà, je vois je regarde mes graphiques et je vois mes graphiques qui sont déjà en pente positive. Donc ça, je trouve que c'est déjà pas mal. Mais pour te dire si c'est plus 20%, plus... Okay. Non, j'ai pas ça. Je regarderai si tu veux, je te dirai. Et voilà, donc d'augmenter jusqu'à 50 000 à 6 mois la communauté présente sur Echo avec la même proportion d'utilisateurs actifs. Ok. Tu veux 50 000 downloads de l'app. Download de l'app, exactement. Download de l'app avec au moins 25% d'utilisateurs actifs. Et j'aimerais bien améliorer encore plus ce ratio. Oui, bien sûr. Bon, après, sache que, par exemple, moi, j'ai aussi fait des projets en indie que j'ai essayé de lancer, dont avec un collègue UX designer, coucou Nicolas, si tu nous écoutes, une application pour un timer de CrossFit. Et donc, en
depuis qu'elle est lancée, ça doit faire 3 ans. On a 6000 downloads. Donc, c'est pas trop mal. Mais par contre, on a 100 utilisateurs actifs. ça, c'est nul. Et comme c'est un side project et qu'on travaille à côté, on n'a pas passé le temps suffisant pour analyser et contacter les gens. Mais ouais, c'est un truc assez difficile d'avoir les gens qui continuent à garder ton application. Oui, je sais bien. D'autant qu'il y a énormément d'applications de podcast et que voilà, c'est vraiment un gros défi d'avoir une proposition de valeur qui soit bien identifiée et que les gens restent sur la longueur. Mais c'est aussi pour ça que je me suis concentrée sur mes hardcore users, ceux que j'ai vus les plus assidus. Parce que je me dis, si vraiment je leur fais le produit parfait, normalement, le bouche à oreille va être encore plus fort et voilà, je travaille de cette manière-là. Comment ça t'est venu l'idée des hardcore users ? Ça vient d'un livre, un book, un article ? Oui, il y a le concept de vaut mieux 1000 super fans que 100 000 fans. Je sais plus exactement quelle était cette citation, mais en fait c'était en écrivant un article de conseil aux podcasteurs sur le fait de se concentrer sur leur audience, de les questionner, de vraiment se dire que c'est pas parce que vous avez, les podcasteurs ont 100 écoutes, 150 écoutes que c'est rien. Non, il faut se concentrer là-dessus. Et en fait, je me suis dit, meuf, principe de congruence, tu donnes des conseils, applique-les à toi-même. Donc voilà, c'est comme ça, j'ai eu ce déclic en me disant, applique à ton propre projet les conseils que tu donnes aux autres. Ok. Ouais, c'est un bon départ. Tu sais, je pense qu'on a souvent le biais de c'est les cordonniers qui sont le moins bien chaussés, mais c'est une connerie si tu fais pas l'effort de tester ce que tu conseilles, tu vas un peu nulle part, tu vois, je pense à terme. Enfin, je pense qu'avant ça marchait il y a 50 piges, mais maintenant la valeur elle est bien trop diffusable facilement dans notre monde que si tu fais pas les choses vraiment correctement et t'as pas une rigueur pour essayer d'avancer, c'est compliqué d'y arriver, quoi. C'est pour ça que j'y vais, voilà, petit à petit, que par exemple, j'avais envoyé dans ma newsletter, j'avais proposé à tous ceux qui le voulaient, donc à toute ma base d'utilisateurs, de prendre un café. Moi, j'étais à Paris à ce moment-là. J'ai dit, voilà, un lien Calendly. Vous pouvez me booker pour un café. Et ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes. Et voilà, discuter de l'application, discuter de leurs usages du podcast, etc. Et voilà, c'est petit à petit, je récolte... Voilà, il y a une part d'humilité. En fait, il y a un peu cette ambivalence à force d'écouter en tant qu'entrepreneur des interviews de personnes hyper qui ont des gros succès, qui sont déjà arrivés sur la Lune et qui t'expliquent comment ils ont construit leur fusée en 2 secondes avec le petit doigt et tout machin. Tu te dis, t'imagines que c'est ça la réalité. Et en fait, ce qui est cool aussi avec des podcasts comme le tien, en discutant avec des personnes comme toi, c'est que non, la réalité, c'est que tu testes, tu sais pas trop, ça marche pas, et puis voilà, tu y vas humblement, tu discutes avec tes utilisateurs, tu testes des petits trucs par-ci par-là, tu vois si ça marche. Co-construire, je pense que c'est la meilleure solution en ce moment. Alors du coup, je vais rebondir à ce que tu viens de dire juste avant. Oui, surtout quand tu es toute seule. Ce que tu rebondis juste avant, ce que tu as dit dans ta newsletter, ce que tu as proposé de prendre un café, c'est une super idée et c'est une idée que m'a conseillé de faire Carl pour moi-même. Donc la première chose, donc Carl, c'est celui qui a fait sa newsletter. Pour trouver son premier sponsor, en fait, il a juste dit dans sa newsletter « je cherche un sponsor ». Donc c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Et du coup, que je vais faire là tout de suite, c'est que je cherche aussi à monétiser Indie Maker et j'y arrive pas. Enfin, pour le moment, je sais pas comment faire. Il y a des conseils qui vont dans tous les sens. J'aimerais bien monétiser les épisodes en faisant un passage pub ou quelque chose dans l'épisode. Et du coup, si quelqu'un connaît quelqu'un qui voudrait me sponsoriser, venez à moi, écrivez-moi sur le site. Donc il y a moyen de me contacter sur indiemaker.fr. En bas, je crois qu'il y a contact. Donc du coup, vous cliquez dessus et puis vous me contactez. Et puis voilà, si on trouve une solution, ça peut être cool. Trop bien. Voilà. Donc,
Suivant. Maintenant que j'ai bien coupé le flow de ce qu'on disait, on peut reprendre ma super trame qui me sauve la vie quand on est un peu perdu. Donc, on a parlé donc, tu es à plein temps sur tes projets, on a déjà abordé ce sujet. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets autour d'Eco que tu veux lancer, peut-être, Oui. qui permettent un genre de congruence comme ça? Oui, là je suis en train de discuter avec d'autres podcasteuses sur le fait de lancer un podcast moi-même, parce qu'on m'a souvent posé la question, à force d'en écouter tous les jours, c'est trop cool dans mon métier quand même, une partie de Ouais. mon métier, c'est d'écouter des podcasts, parce que voilà, je fais énormément de veille sur ce qui se fait, etc. Et puis même, il y a beaucoup de podcasteurs, podcasteuses qui m'envoient leurs podcasts pour avoir des conseils, voilà, des retours, des feedbacks sur leur travail. Et il y a un gros sujet. Il y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est quand tu es une marque, donc quand tu as ton entreprise, c'est à la mode aujourd'hui d'avoir un podcast, mais comment est-ce que tu le fais bien? C'est quoi les objectifs que tu te poses? C'est quoi les contraintes de l'audio? Et en fait, il n'y a pas de podcast qui analyse les podcasts sous un angle business. Et donc du coup, on s'est dit qu'on allait lancer comme ça à la cool un podcast qui analyse les podcasts de marque en disant comment il s'inscrit dans la stratégie digitale, dans la stratégie de communication de cette marque, euh, et, avec des chroniques. Par exemple, moi, la première chronique que je vais faire, c'est est-ce que le podcast est un Eldorado pour le référencement naturel? Donc, c'est la question que je vais me poser. Et du coup, ça permet moi de me frotter à ce que c'est concrètement de faire un podcast, donc de me rapprocher encore plus d'une de mes cibles qui sont les créateurs de contenu, et de continuer de manière encore plus active ma veille du secteur du podcast sous un angle business. Donc c'est un side project que j'ai. Les événements dont je te parlais, c'est aussi un side project parce que c'est vraiment un autre métier en fait. L'événementiel, c'est vraiment c'est pas la même chose que de créer un produit digital. Ça demande c'est un autre stress, une autre organisation. Moi, je suis à Barcelone, je le fais à distance, ça se passe à Paris, etc. Mais voilà, c'est que des projets. Là, par exemple, les événements, ça me permet encore d'être utile à la communauté des créateurs de podcasts et de rencontrer plein de monde aussi, parce que je suis à distance, je suis à Barcelone. Là, aujourd'hui, le marché du podcast français ou la communauté du podcast, elle est principalement parisienne, on va dire, et ça me permet d'avoir une occasion organisée pour rencontrer plein de monde. Ok. Et à côté de ça, je fais aussi un peu de freelance en stratégie digitale et de contenu quand les occasions se présentent. Oui, puisque c'est ce que tu faisais avant Exactement. dans ton ancien job. Ok. Je pense on a fait pas mal de questions que j'avais en tête. Alors, on va revenir à ma première question que j'ai notée pour toi. C'est pourquoi tu as choisi ce nom pour ce projet? D'où il vient ce nom? Alors, j'ai choisi ICO. Tu peux dire comment ça s'appelle déjà? Voilà, Ouais, voilà. que je prononce ICO. Ça s'appelle EEKO, ICO Podcast. En fait, au moment où j'ai commencé à travailler sur quelle était ma vision idéale de l'application, je voulais avoir une application qui se démarque dans son expérience, dans le design de ce qui existait. Donc, j'ai réfléchi à une image de marque qui soit un peu décalée. Les applications qui étaient disponibles à ce moment-là, elles étaient très noires, très fournies, très feuillues, comme on dit en design. Et moi, je voulais quelque chose qui se démarque plus épuré, avec des couleurs un peu pop. Donc on a choisi le jaune, le bleu, les couleurs primaires en gros, un peu à la Combini, un peu quelque chose de pop. Et je voulais trouver un nom qui évoque l'univers de l'audio, mais qui est pas podcast dedans, tu vois, parce que je trouvais que c'était un peu chiant en fait. Ouais. Pas de jugement hein, pour les gens qui ont fait ce choix-là, mais je voulais quelque chose qui se démarque. C'était vraiment le style de marque que j'avais envie de développer. Parce que pour moi, c'est pas qu'une application ICO, c'est vraiment une marque de façon générale. Et donc du coup, j'ai
chercher tout et n'importe quoi autour de voix, autour de tout ça. Et je me suis dit, il y a aussi quelque chose dans le podcast, et tu parles, mais c'est un échange, c'est une conversation. Et je me suis dit, c'est un écho. Et écho, en fait, ça se dit en français écho. En anglais de la même manière, eco, ça se dit, et en espagnol, ça se dit écho. Et du coup, j'ai réfléchi à une marque qui crée cette ambiguïté-là. En fait, c'est un peu ce côté déjà trilingue et du coup, je l'ai appelé EEKO. Voilà. D'accord. Et du coup, c'est intéressant à chaque la fois, réflexion autour de... Voilà, à chaque fois on me pose la question, on me dit mais on dit ICO, on dit éco, je fais en fait tu le dis comme tu veux, c'est une marque qui a été créée comme ça en fait pour C'est fait pour. c'est fait pour. C'est vrai que quand j'ai vu ton projet et que je suis allé dessus, ça dénotait pas mal de ce qui peut exister et ce qui peut même exister aux États-Unis, où c'était un peu plus frais et moins lourd, bien que la dynamique aille dans la même direction, hein, d'alléger un peu les interfaces, c'est un trending, mais clairement, ça paraît plus sympa. J'ai plus apprécié ton interface, tu vois, alors que t'as peut-être un moins gros budget que les trucs énormes américains. Et ben, finalement, j'ai trouvé ton produit plus cool, quoi. Donc, Merci. en tant que podcaster, j'arrive même pas à le dire, podcaster. Donc, je pense que c'est un pari réussi sur ça, en tout cas, pour ma part. C'est un super compliment que tu me fais. Merci. Ok. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais parler. Pour une fois, on est arrivé à être vraiment efficace comme je le souhaiterais, parce que ma target, c'est toujours des épisodes d'à peu près 1 heure. Et on finit sur 1h30. Et c'est cool, tu vois. On aborde plein de sujets, mais des fois, on n'est pas très efficace. Et je pense que pas tout le monde a 1h30 à passer. Donc là, on y est arrivé vraiment à aller, je trouve, assez profondément dans les sujets, sans pour autant faire des phrases à rallonge. Donc c'est plutôt cool. Merci pour ça. Je suis fière de nous. J'espère que ça sera apprécié. J'en suis sûr. Du coup, on arrive sur mes 3 dernières questions, qui sont un peu répétées dans ce podcast, qui sont sacralisées, on va dire. La première, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances ? Fais simple, le plus simple possible. Et c'est pas grave de faire simple, ça veut pas dire que t'es pas ambitieuse, ça veut pas dire que ton projet il a pas d'envergure. Au contraire, fais simple et je te jure t'en es capable. Stylé, je pense que c'est un bon conseil. Il y a pas longtemps aussi, un truc que j'ai vu qui m'a vraiment marqué, je me suis dit putain, je suis con, pourquoi je l'ai pas fait dans tous les produits, les trucs que j'ai essayé de faire. C'est donc on utilise en interne pour ma boîte Cachestory à laquelle je bosse et je suis CTO, un outil pour faire des wikis, de la documentation. Il s'appelle Wikijs, nom très simple. Et en fait, le mec a créé le produit tout seul. Donc il bosse ça sur en side project et il a fait son produit rêvé, mais il a mis que quelques features et toutes les features qu'il avait envie de faire, il les a mises. Mais quand tu cliques dessus, ça dit ça arrive bientôt. et au final, j'ai trouvé ça trop cool parce que genre il y a des liens, tu peux aller consulter sa roadmap, là où il en est, comment il avance, lui faire des conseils. Enfin, c'est ultra open et puis pour lui, je pense qu'il peut même mesurer à combien, quelles sont les features les plus cliquées, tu vois. Et du coup, il peut savoir comment prioriser. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai jamais fait ça ? Des fois, tu sais, t'as ta roadmap pour 6 mois, tu la penses dans ta tête, puis en fait, tu sors des trucs, les gens, ils s'en foutent. Et là, en fait, tu peux le mesurer, tu peux avoir des retours, enfin, et puis tu peux montrer aux gens que ton produit, il est ambitieux, mais que t'avances étape par étape. Enfin, ça se comprend qu'on est tous des humains. Et je sais pas pourquoi on le cache. On est là en mode, non, mais t'inquiète. Parce que, en fait, un super... ça, c'est un conseil qu'on m'a donné au début. Et que je me répète souvent, qui est hyper important quand tu portes quand t'es product owner, c'est sépare ton ego de ton produit. Tu n'es pas ton produit. Et pourquoi ça, j'y ai pensé quand tu m'as dit, je vois pas pourquoi on n'y
pense pas, on se cache un peu. Ouais. C'est parce qu'on s'imagine que les gens, ils vont regarder ton produit et ils vont te juger toi en tant que créateur du produit. Donc t'en fais de faire le truc le plus parfait, le plus abouti, etc. Parce que t'as mis de l'ego en fait dans ton produit. Et en fait, en faisant simple, t'es dans la co-construction, t'es dans quelque chose de plus minimaliste et ça permet d'y aller petit à petit. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu, c'est peut-être un peu philosophique, mais je pense que c'est vraiment un gros sujet de séparer son ego de son produit. Ah, mais je suis tellement d'accord avec toi. Mais je sais pas si c'est seulement en France, parce qu'on a quand même des problèmes d'ego en France, ou si c'est mondial, mais en tout cas, c'est vraiment, ce que tu dis, ça touche vraiment un point essentiel dans ma manière de faire des produits en tant qu'indie. Enfin, c'est tellement ça. Il y a que Indie Maker où je suis parti en mode direct, j'ai essayé de faire un truc, mais j'ai quand même mis un peu d'ego, tu vois. C'est difficile à l'enlever. Mais tu sais quoi, merci. C'est un super bon conseil, même pour moi déjà. Vas-y. Merci. J'espère que ça sera la citation de... Eh ben, on peut le prendre, c'est quoi, regarde. Je le note, là, c'est 1 heure pile. Anne-Claire Leca, ouvrez les guillemets. Sépare l'ego de ton produit. Fermez les guillemets. Parfait. Et ben voilà, c'est noté. Ça sera la phrase de l'épisode. On fait une petite preview. Antonin essaye de sélectionner, ou moi, quand j'y arrive, une partie de l'épisode qui est un peu marquante pour faire une preview sur les réseaux sociaux. Donc, on va peut-être utiliser ça. Ça roule. Avant-dernière question. Quel est le prochain invité, selon toi, que je dois faire venir dans ce podcast ? Qui c'est que tu aimerais entendre ? Qui t'inspire ? Peut-être dans cet état d'esprit indie maker, peut-être interroger ce Arthur qui a créé Planète. Je trouve ça cool de se dire je vais envoyer une newsletter tech et puis de voir ce que ça donne. Après ça recoupe peut-être un peu ce que tu as déjà fait avec ton invité qui avait fait la newsletter du hacker. Je vais réfléchir à une deuxième reco. Non, clairement pas. En fait, l'idée c'est je fais ce podcast parce que je crois que c'est chaque humain a son propre chemin pour arriver à faire son propre projet. Et quand tu vas pas travailler dans un truc où on te dit quoi faire tous les jours, tu vois, il faut créer ton chemin, il faut apprendre de toi-même. Je pense que tu vas pas me dire le contraire, mais tu as beaucoup appris sur toi en étant entrepreneuse. Donc chaque expérience de chaque personne est intéressante parce que je suis pas dans la dynamique des infopreneurs qui disent sur internet je vais t'apprendre comment gagner 10 000 euros par mois et tu pourras dans un mois tu seras riche, quoi. Ok, peut-être que ça marche pour certains gens, j'en sais pas. Et d'ailleurs, s'il y a des infopreneurs qui écoutent, venez, j'ai envie de parler avec vous. mais du coup, je suis ok de parler avec n'importe qui est indie et qui fait son propre chemin. Je pense que c'est une bonne expérience à entendre. Que tu sois débutant, que tu arrives à faire du MRR, que comme j'ai pu avoir dans le podcast des épisodes qui vont sortir qui sont pas encore sortis, mais des gens qui avaient prévu de rester indie et d'avoir une petite équipe et qui finalement scale et lèvent des fonds, tu vois. Même cette expérience, elle est intéressante alors qu'ils sont plus indie maintenant ou qu'ils vont de moins en moins l'être. Je pense que toutes ces expériences aideront les gens qui veulent se lancer à trouver leur propre chemin. On fait des belles phrases en fin d'épisode là. C'est bon. J'ai vachement d'émotions là. on va peut-être verser une petite larme. Si t'as des makers aussi, je suis chaud parce que. J'étais en train de me dire merde, j'ai pas de makers en tête. Faut absolument que. Tu sais que t'es la première. En fait, là... Ouais, je suis trop fière. J'espère que j'ouvre un sentier qui sera largement battu dans les prochains épisodes. Non, mais il faut absolument que... Mais c'est juste que je suis pas très bonne quand on me pose une question un peu à brûle-pourpoint, là, comme ça, il faut que je trouve des choses dans ma mémoire. Mais définitivement, je vais chercher au moins 3 makers à te proposer une fois que j'aurai le cerveau reposé. Cool. Promis. Et cool. Ça sera top parce que c'est demandé par d'autres qui voudraient les entendre. Et sauf que j'ai pas le bon réseau, tu vois. Genre, malheureusement, je suis un mec, du coup, je connais des mecs entrepreneurs. Enfin, c'est nul, tu vois. Et j'aimerais que ça soit différent, mais t'es la première que je rencontre, tu vois. Ou la deuxième. Mais
Mais enfin, c'est compliqué d'élargir son réseau à des gens, à plein de gens différents pour pouvoir avoir tous ces gens dans le podcast que j'aimerais avoir. Venez. Bon, dernière question. Où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre? Les makers qui veulent te suivre, pardon. Sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, tapez EEKO, je l'aurais appelé EEKO Podcast. Donc là, moi, je suis toujours dispo en DM ou sur le site de l'application www.ico-podcast.fr. Et je vous encourage si vous écoutez ce podcast et que vous aimez les podcasts, et du coup je vous encourage à la télécharger et à surtout, vous l'avez compris, m'envoyer vos retours, parce que je suis dans cette démarche de construire ensemble la meilleure application possible. Donc si vous voulez y contribuer, mais je pense que c'est un besoin. J'ai vécu le même problème que toi, c'est que il y avait Antonin, c'était super, mais je voulais avoir d'autres podcasts et galère. Les seuls que j'ai trouvés, c'était parce que c'était des potes à moi, des gens que je connaissais, tu vois, genre Alexis, de Tribu Indé. Il y a aussi j'ai perdu son prénom, je suis une quiche. De Gros Makers, c'est Dorian? Non, pas Dorian. Gabriel Gou. Je vais pas arriver avec son nom de famille. Excuse-moi, Gabriel, si tu m'écoutes. Donc voilà, c'est les deux que je connaissais. Après, c'est de recommandation en recommandation, mais il faut trouver des gens qui écoutent des podcasts. Et du coup, tu leur demandes leur podcast. Et puis voilà, ils te donnent un lien. Ils écoutent sur une application que t'as pas. Un peu un calvaire, ouais. Donc merci d'avoir fait Stap. Je suis dessus d'ailleurs. Je me suis inscrit avec mon compte et puis Indie Maker. Si vous voulez mettre une note, c'est gratuit. C'est aussi dit à un moment et quelque part. Et surtout, si vous voulez envoyer sur l'application, c'est possible de faire des recommandations, de noter. Et Martin, qui a converti son profil en podcasteur, il va recevoir des notifications de tout ce que vous pensez. Donc ça le fera progresser dans son podcast. Grave. Faites ça pour Martin, s'il vous plaît. Grave, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. J'aimerais bien co-construire aussi ce podcast avec les auditeurs. Et c'est un peu, à un moment donné, je me suis demandé, je vais faire un site. Avant qu'on parle, j'étais trop chaud de faire un site avec un chat par épisode, enfin un truc pour pouvoir communiquer, quoi, parce que j'envoie des informations et le retour est compliqué pour les gens, quoi. De trouver comment commenter facilement. Enfin, quand tu écoutes ton application, il faut pouvoir, tu vois, avec Echo, je sais qu'on peut le faire, tu peux partager directement des trucs dessus, et je pense qu'il faut pousser vers une utilisation comme ça, quoi. Yes. Ok, merci, c'était vraiment une conversation agréable. Eh bien, c'était partagé. Merci Martin. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir, et à dans 2 semaines pour le prochain. Belle journée à toi.